On disait de lui qu'il était le jeune roman qui monte. Il est toujours jeune et plus que jamais, on a l'impression sur la pente ascendante. L'humoriste Thomas Wiesel est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Simon. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chroniqueur à l'Hebdo, chroniqueur à la RTS, dans Les Beaux Parleurs le dimanche, dans Quotidien, l'émission d'Yann Barthès sur RMC, j'en oublie TMC. TMC, j'ai dit RMC, TMC, c'est de la TV, ouais. Vous êtes à la radio aussi. Merci donc d'être avec nous jusqu'à 8h, Thomas Wiesel. On va en quelque sorte terminer 2016 avec vous, qu'on va retenir comme l'année où vous vous êtes fait connaître très largement, 2016, année où l'actualité pour nous autres journalistes a été très riche, parfois très anxiogène aussi. Vous avez été servi en 2016, hein, Thomas Wiesel. Il y a eu beaucoup de sujets d'inspiration, ce qui est en général une mauvaise nouvelle pour le monde. Oui, mais pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle ? Non, je dirais pas que c'est une bonne nouvelle, mais c'était effectivement parfois moins difficile de trouver des sujets de chronique, même 2 à 3 par semaine. Ouais. Mais on préfère s'arracher la tête et trouver des blagues sur des sujets moins faciles plutôt que des catastrophes comme on a eu régulièrement cette année. Je pense que c'est ça. Je vous ai présenté comme humoriste, c'est pas tout à fait... Enfin, c'est un peu réducteur. Vous n'êtes pas seulement humoriste. Non, moi je trouve que le mot a une certaine noblesse, ouais. Moi ça me va bien. Ouais. Parce que vous êtes un peu journaliste, vous avez été suivre le dernier débat de Donald Trump pendant la campagne, vous étiez aux États-Unis, à Las Vegas. Là, vous étiez plutôt journaliste, non ? Non, je revendique vraiment pas ce titre. Je suis pas du tout journaliste et d'ailleurs j'étais un peu mal à l'aise à Las Vegas, donc c'est pas quelque chose que je vais réitérer, je pense que j'ai rien à apporter sur le terrain. Moi vraiment j'interviens après les journalistes, une fois que l'information a été compilée, a été reportée, moi je fais une espèce d'analyse avec la mauvaise foi, le manque de déontologie et tout ce qu'on me connaît, donc non, il faut vraiment pas que je sois journaliste parce que c'est pas là mon fort. Mais est-ce que c'est pas l'humoriste vient pas après le journaliste justement, le si, journaliste justement. traite mais au fond on fait un peu le même métier de base, sauf vous l'avez dit, ce qui nous différencie a priori, c'est la déontologie et ces choses-là. Nous on traite l'actualité au premier degré, mais enfin c'est très noble le premier degré, on la commente, on l'analyse, ça c'est peut-être le premier degré et demi. Vous allez ensuite au deuxième, troisième, quatrième, enfin les degrés sont infinis, mais la base est la même, non ? On travaille les deux avec l'actualité, mais moi si j'ai pas de journaliste je peux rien faire. Et vous, je pense que sans les humoristes, vous survivez. Donc on dépend plus de vous que l'inverse. C'est une bonne question, Thomas Wiesel. C'est vrai que les humoristes, ou l'humour, disons cela avec un grand H majuscule, est présent partout, sur les TV, dans les radios, dans les journaux. On parlera de Burki tout à l'heure, etc. Sur les réseaux sociaux. Disons ça comme ça, c'est peut-être pas très fin, mais est-ce qu'il n'y a pas une dictature de l'humour médiatique maintenant, plus qu'avant encore ? Comment vous répondez à cette question-là ? Je ne sais pas s'il y a une dictature. Moi, je trouve que ça prend beaucoup de place, effectivement, mais subjectivement, c'est une bonne chose pour moi. On a réalisé que l'actualité était difficile à appréhender et pour les gens parfois incompréhensible, et qu'un humoriste avec le rire, c'est un peu la vaseline pour faire passer parfois le message, et qu'en rigolant, parfois on a plus de facilité à s'intéresser à certaines thématiques qui nous faisaient peur, on a plus de facilité à appréhender l'information telle qu'elle est. Donc je pense que l'humour peut vraiment aider les gens à s'intéresser à des choses auxquelles ils ne s'intéressaient pas. Et il y a aussi des côtés négatifs, mais c'est pas à moi de les souligner. La vaseline, pour reprendre cette expression tout à fait imagée, donc l'humour aide à faire passer la pilule d'une actualité parfois très anxiogène. Vous avez en quelque sorte, comme humoriste, une fonction sociale, vous vous voyez comme ça ? Ouais, c'est des bien grands mots. Moi, je l'ai toujours fait dans ma vie privée, c'est-à-dire que l'humour m'a toujours aidé à tout appréhender, et c'était un peu ma carapace, et maintenant je le fais au niveau professionnel, et apparemment ça touche certaines personnes. Une fonction sociale, je sais pas, il y a des gens qui nous disent qu'on leur fait du bien, et qu'on améliore leur quotidien, et ça nous fait toujours plaisir. Après, on va pas remplacer les assistants sociaux non plus, mais effectivement, si ça fait du bien aux gens de rigoler, puis ça permet d'oublier pendant quelques minutes cette actualité lourde, on est heureux. Oui, y a des sujets que vous ne vous autorisez pas à traiter. J'ai lu ça d'ailleurs pas plus tard que ce matin dans le journal Le Matin, où vous faites une sorte de revue de presse de l'année écoulée. Vous dites la Syrie, par exemple. Voilà, la guerre à Syrie, vous avez choisi une photo d'Alep. Ça, ce sont des sujets que vous n'arrivez pas à aborder, que vous ne voulez pas aborder. Pourquoi, Thomas Wiesel ? Alors, je pense que l'autorisation, c'est faux, et ne pas arriver, c'est juste. Je pense pas que c'est une question d'autorisation, je le ferai volontiers, mais j'ai pas... Il n'y a pas d'autocensure, je veux dire. Non, c'est juste que j'ai pas trouvé comment, j'ai pas le talent ou l'inspiration pour le faire. J'arrive pas à rendre ça drôle. Je pense que ça me touche à un niveau trop profond pour que je puisse en rire, où il y a simplement rien de drôle dans une telle situation. Donc c'est plus de l'incapacité et de l'impuissance que vraiment une autocensure. La seule chronique d'humour qui a été faite sur Alep et qui est percutante, c'est celle de Nicole Ferroni sur France Inter, et qui n'avait que très peu d'humour, malheureusement. C'était une humoriste qui livrait son ressenti. Donc c'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels on est encore un peu désemparé quand on n'a pas de point d'accroche, mais peut-être ça viendra, on espère que le conflit aura pris fin avant. Donc si j'ose dire, c'est plutôt une question de technique personnelle, d'angle d'attaque humoristique par rapport à ce sujet, plutôt qu'une question d'autocensure.
où on n'est pas dans le registre du tabou, là, par rapport à l'humour? Non, c'est pas un tabou, c'est juste que il faut que les choses me fassent rire moi avant de pouvoir faire rire les gens, et là j'ai rien trouvé qui puisse me faire rire et que je puisse accentuer pour faire rire, donc c'est simplement de l'incapacité. Mais non, il n'y a pas de tabou. Pour moi, les guerres, on peut les rendre tout aussi drôles que les spectacles de clowns, et même c'est là qu'on a le plus besoin de nous, c'est quand l'actualité est tragique comme celle-ci, et là malheureusement on est un peu aux abonnés absents. Pardon. Vous disiez il y a un instant, cette guerre peut-être me touche très profondément, trop profondément. Vous arrivez à dire pourquoi, cette guerre en Syrie? Il y a une espèce de sentiment d'impuissance où on réalise tous que c'est tragique et aucune des puissances mondiales n'arrive à changer quoi que ce soit. Il y a une espèce de retour de guerre froide, il y a des enjeux incroyables. Et la conséquence de tout ça, c'est des civils qui meurent, et c'est tout ce qu'on arrive à nous raconter, c'est que des gens meurent et on n'a pas l'ombre d'une solution. Et je pense que c'est ça qui me touche, c'est qu'on a toutes les conséquences et on n'a aucune idée de quand ça va se terminer, de quand ça va s'arrêter, de quand on va arrêter d'avoir des gens qui se massent à nos frontières à cause de ce conflit. Et on l'a un peu tous vu venir, et maintenant c'est un peu c'est cette espèce d'enchaînement tragique et qui n'a pas de fin, et c'est ça, je pense, qui me touche. L'angle d'attaque, l'absence de l'angle d'attaque, c'est peut-être parce qu'on ne sait pas véritablement définir qui sont les bons et qui sont les mauvais dans cette guerre-là. Donc humoristiquement, voilà, on n'a pas de pied d'appel, hein, c'est ça qui est dur. C'est un vrai nid de guêpe, et dire tous pourris, c'est pas drôle. Ouais, ça c'est clair. Et les mauvaises nouvelles, enfin ce que vous pouvez considérer comme les mauvaises nouvelles, dont l'élection de Donald Trump, on le sait, ça fait de meilleures chroniques, les mauvaises nouvelles? Ça fait en tout cas des chroniques où les gens sont plus attentifs. Si Clinton avait gagné, moi j'avais prévu de ne pas faire de chronique parce que j'étais fatigué, puis quand Trump a gagné, j'étais obligé de prendre mon stylo. Donc les gens sont peut-être un peu plus à l'écoute. Je sais pas si c'est des meilleures chroniques. Moi je crois que je suis le moins bon critique de mon propre travail. Des fois celle que je préfère, c'est celle qui marche le moins bien. Mais c'est sûr que sur les grosses thématiques, en Suisse malheureusement c'est souvent le fait de l'UDC, c'est des chroniques qui vont peut-être plus résonner avec les gens. Mais pour moi le succès populaire, c'est pas forcément ce qui fait la qualité d'une chronique. Ah, qu'est-ce qui fait la qualité d'une chronique? Alors, même si vous disiez que vous n'êtes pas votre meilleur critique, est-ce que vous arrivez à analyser ça? Qu'est-ce qui fait le succès d'une chronique? Pour moi, à quel moment est-ce que vous vous dites, là, allez, je tiens un truc, ça va être pas mal? Moi, j'aime bien quand je suis surprenant, ce qui est de plus en plus difficile parce que je pense que je suis assez affiché, donc souvent on m'attend un peu au tournant, puis on sait ce que je vais dire, et quand je suis drôle. Et ça, c'est les deux critères pour moi que j'essaie vraiment de souligner à chaque fois et qui sont les plus difficiles à reproduire chronique après chronique. Donc quand j'arrive, je suis content. Quand je suis drôle, ça veut dire que vous relisez, puis vous faites rire? Alors j'ai de la peine à me réécouter, ça c'est sûr. Parfois même je mets des vidéos en ligne qui ont des bugs parce que j'arrive pas à les regarder jusqu'au bout, puis on doit m'écrire pour me dire si jamais il y a plus de son à la fin. Mais non, je me trouve drôle, oui, parce que sinon on fait pas ce métier, mais c'est vrai que des fois... Non, c'est bien de l'avouer, tout le monde le fait pas. Hein. C'est vrai? Ouais. Alors non, moi je me trouve drôle. Pas le plus drôle, de loin pas, mais parfois je suis assez content de ce que je fais. Mais j'ai de la peine à dire ce qui est plus drôle ou pas dans ce que je fais. Et souvent je demande plutôt aux collègues de me juger. Alors bon, l'humour a payé son tribut, on a l'impression, cette fin d'année. Alors il y a beaucoup d'artistes, on a l'impression que 2016 aurait été une hécatombe pour les artistes, que la grande faucheuse a surtout fauché les gentils artistes et pas les méchants politiciens, patrons, etc., pour caricaturer. Parmi les artistes et parmi ceux qui nous faisaient rire, souvent avec une larme très poétique, il y a Burki, évidemment, toute la presse romande. Dominique Choffa, vous êtes avec nous, rend hommage au dessinateur de presse Burki, qui a œuvré quasiment 40 ans, 38 ans je crois, au sein de 24 heures. Il est décédé avant-hier à l'âge de 67 ans. Burki avait les yeux ouverts sur la vie du canton de Vaud, bien sûr, mais aussi sur l'actualité du monde entier. Les dessins de Burki étaient incisifs, amusants, et pourtant il disait lui-même qu'il n'était pas drôle dans la vie de tous les jours. Son humour lui venait quand il dessinait. Rappelez-vous des dents d'Yvette Diaghi, du ventre de Daniel Brella, du nez de Pascal Broulis ou celui de Pascal Couchepin. L'artiste pouvait être féroce, sans pitié, révolté, mais jamais méchant. Cette description est à lire dans Le Matin. C'est une vraie institution qui s'en est allée, conclut La Liberté. Quand vous voyez, alors il y a un cahier spécial de 24 heures, Thomas Wiesel, que vous avez sous les yeux avec des magnifiques dessins de Burki qui datent même pour certains du début des années 90. Burki qui avait quasiment 40 ans de plus que vous. Quand vous voyez ces dessins, quand vous voyez son parcours, vous vous dites quoi? Vous sentez le fils de ça un peu? Je veux dire, fils au niveau de la différence d'âge, ou est-ce que ce sont vraiment deux formes d'humour et de regard sur l'actualité totalement différentes? Je pense qu'il y a une parenté. Moi j'ai grandi, mes parents étaient abonnés à l'hebdo et aux 24 heures, et je lisais quasiment que les caricatures à la page des sports. Donc les disparitions coup sur coup de Mix et de Burki, ça m'a frappé personnellement.
comme beaucoup de romans bien sûr. Il y a une parenté et ça m'avait fait plaisir. Il y a quelques mois à la radio, on avait eu Philippe Beclin Mix et Remix par téléphone et il avait dit que justement les chroniqueurs humoristes c'était un peu la relève de sa génération de dessinateurs de presse et ça m'avait beaucoup touché. Et je trouve que c'était un beau compliment qu'il nous avait fait. Et effectivement, il y a une façon de croquer l'actualité, de donner aussi son point de vue. On connaît quelques-unes des positions de Mix, on connaît quelques-unes des positions de Bourki à travers leurs dessins. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui nous relie, d'essayer de faire rire, mais aussi un peu de faire réfléchir avec leurs dessins. Et c'est vrai que c'est un coup dur pour la Suisse romande. Moi, je suis partagé entre ces émotions personnelles et puis on fait aussi le fait que statistiquement, la plupart des gens qui occupent notre espace médiatique sont nés dans les années où on commence à tomber malade et on commence à mourir. Donc, à mon avis, ça va pas s'arrêter. C'est juste que c'est le cycle de la vie comme ça, mais ça touche quand même à chaque fois que c'est quelqu'un de proche. En tout cas idéologiquement et géographiquement ça fait mal. Oui, bon, 67 ans c'est quand même pas très vieux par les temps qui courent. Hein. Non, ça l'était peut-être dans la moitié du siècle dernier, mais 67 ans c'est encore assez jeune. Ils vous font rire ces dessins, Thomas Wiesel, quand vous les voyez? Ils me font beaucoup rire. Bourki et Mix, que je relis, parce que c'était les deux dessinateurs de presse avec qui j'ai grandi, m'ont toujours fait beaucoup rire et moi aussi. Et ça je trouve important, parfois forcé à étudier pour pouvoir comprendre leur dessin. Je comprenais pas le dessin et je lisais l'article qui allait avec pour revenir après sur le dessin et rigoler du coup. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que c'était un peu parfois la porte d'entrée pour des jeunes comme moi qui c'était très tendance de dire que la politique c'était nul et c'était chiant. Et Bourki et Mix la rendaient cool et puis du coup je m'y suis intéressé grâce à eux. Ce qui est dit de Bourki dans l'article, il pouvait être féroce sans pitié mais jamais méchant. On peut être féroce et pas méchant? Je sais pas, c'est un avis un peu subjectif, je pense. Moi, la méchanceté me fait rire, donc je suis mauvais juge de ça. Et ce qui m'impressionne, c'est le panel des personnalités qui lui rendent hommage. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il plaît à tout le monde. Alors, est-ce que c'est parfois aussi la mort qui rend tout le monde d'accord? On a des fois l'impression que c'est ça, que les gens sont plus appréciés quand ils sont plus là. Mais c'est impressionnant de voir à quel point même les gens qui caricaturaient, avec qui il était parfois, moi je pense, on peut le dire, méchant, l'apprécient. Vous vous sentez méchant? Parfois, vous vous donnez comme pour consigne d'être méchant. La méchanceté paye en humour, Thomas Wiesel? L'humour méchant me fait rire, donc des fois je pense que je suis méchant, mais le but c'est d'être drôle, c'est pas d'être méchant. Mais c'est pas un truc que je m'interdis en tout cas. Non, moi je pense que c'est quelque chose. Enfin, être méchant et drôle, c'est quelque chose que je m'interdis absolument pas. Et je pense que parfois je le suis, mais de nouveau, c'est plus aux gens dont je parle d'en juger. Harakiri se disait bête et méchant. Votre génération à vous, celle qui est née dans les années 80, fin des années 80, c'est plutôt celle à la frontière, 80-90, c'est plutôt celle du stand-up que celle du dessin de presse, non? Ouais, mais même on voit avec les réseaux sociaux un vrai retour du dessin de presse. Alors maintenant il y a plus une course à l'instantané de qui aura le premier dessin qui sera partagé sur Twitter, mais le dessin a une place qui est irremplaçable, je pense, parce qu'il a un truc parfois aussi un peu international. Nous on est quand même très localisé du fait rien que de la langue et le dessin, comme ceux de Bourki où il y a très peu de texte, sont parfois mondiaux, donc je pense que ça peut cohabiter. Je pense pas qu'il y ait de concurrence, mais le stand-up peut être très féroce aussi. Le stand-up, on a cette image du jeune de banlieue qui raconte son quotidien, mais c'est absolument réducteur de penser ça, et il y a beaucoup de chroniqueurs d'actualité qui utilisent le stand-up, notamment aux États-Unis où les stand-uppers sont parmi les plus grands critiques d'actu. Donc je pense que il y a une parenté, il y a une vraie connivence entre le dessin de presse et le stand-up. Vous êtes aussi la génération dite des réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui permettent l'émergence de ce qu'on appelle l'humour anonyme, aux réactions de l'actualité. On se partage des dessins, on se partage aussi des montages, des images photoshopées, comme on dit, etc. Mais de manière anonyme. Ça, c'est assez nouveau. On voit ça depuis quelques mois, quelques années. Comment vous prenez ça? C'est une forme d'humour, de réaction, parfois un peu épidermique. C'est une concurrence? C'est une source d'inspiration? Ça permet le pire et le meilleur. Pour moi, il y a vraiment des gens sur Twitter, sur Facebook qui me font mourir de rire, des anonymes. Et souvent, comme il y a 1000 personnes qui cherchent une blague, la blague que va trouver Twitter sera plus drôle que celle que les humoristes pourront trouver. Par contre, ça permet... C'est une forme de big data de l'humour, oui, c'est-à-dire c'est une mise en réseau de millions de personnes. C'est du crowdsourcing de l'humour. Puis tout d'un coup, la meilleure blague émerge, mais c'est une forme de concurrence, non? Oui, c'est un peu une forme de concurrence. Et être humoriste sur Twitter, c'est pas un métier facile, parce que dès qu'on a le titre humoriste, on est un peu une cible de tous ces gens qui ne le sont pas et qui aimeraient parfois l'être ou qui se disent plus drôles qu'eux. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de haters, de gens qui vont critiquer quand on a une blague qui leur plaît pas, alors qu'on va leur expliquer que c'est un tweet et que c'est gratuit et que ça nous a pris 10 secondes. Donc si ça leur plaît pas, il y en a un autre en dessous. Donc c'est un peu parfois un peu féroce, oui, les critiques sur Internet, et l'anonymat permet aussi de l'être un peu plus que ce qu'on serait si on devait mettre sa tête et son nom à côté. Ouais, c'est une forme de lâcheté, non, l'anonymat?
Ça peut l'être. Je pense que si on va voir les commentaires sur les sites d'information, on peut réaliser que ça l'est. Ouais. Vous allez continuer à faire du stand-up, entre autres activités. C'est Oui. cette forme d'humour-là que vous souhaitez poursuivre? Oui, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Seul avec un micro face à une scène, c'est une forme d'humour qui plaît à beaucoup et qui déplaît à beaucoup. Et c'est celle que j'aime et que j'affectionne. Et je continuerai à être sur scène. Et je pense que beaucoup de gens me connaissent plus via la radio et la télé. Et moi, c'est la scène sur laquelle j'ai commencé. Et j'aimerais plus mettre l'accent là-dessus dans le futur. Thomas Wiesel, vous avez connu, je le disais, une année 2016 absolument exceptionnelle pour les médias, dans les médias suisses romans, dans les médias français, quotidiens, sur TMC. Cette fois, je ne me suis pas planté avec Yann Barthès. Qu'est-ce qui explique ça? Je vous demande aussi une auto-analyse, je sais que ce n'est pas facile. Mais vous avez dû vous poser la question. Qu'est-ce qui explique l'intérêt et l'appétit des médias, y compris français, pour vous? Est-ce que vous arrivez cette année à comprendre votre succès? J'imagine que la question, à coup sûr, vous voulez te poser. Oui, on se demande parfois ce qui nous arrive. Je pense que c'est quand même un phénomène très suisse. La France, c'est une émission qui m'a donné ma chance parce qu'ils m'aiment bien, mais les médias français s'en foutent. J'ai pas donné une seule interview dans un média français cette année. J'ai vraiment l'impression de passer totalement incognito en France, ce qui est plutôt agréable d'ailleurs parfois. Et c'est un phénomène un peu suisse qui est aussi dû au fait que je suis allé en France justement. On a cette tendance un peu à critiquer les Français, mais à être tout content quand il y a un des nôtres qui arrive à se faire une petite place là-bas. Il y a une espèce de nul n'est prophète en son pays et qui est très représenté dans la culture romande, et du coup j'ai senti les attitudes changer vraiment dès que j'ai passé la frontière, et parfois j'ai l'impression de prendre le TGV pour parler aux romans, ce qui est un peu particulier, mais je sais pas, il y a un effet boule de neige aussi. On fait 2-3 trucs et après il y a tout le monde qui nous veut parce qu'on est un peu la personne qui monte en ce moment, et avec les réseaux sociaux etc ça peut s'accentuer très très vite et aussi s'arrêter très très vite. Pour moi 2017 c'est l'année de la déception, donc je me prépare déjà. Vous êtes un pessimiste alors? Oui, de nature. Ah oui, vous êtes pessimiste. Donc l'année de la déception, c'est-à-dire, voilà, c'est la courbe, comme on dit, asymptotique, ça monte, puis forcément après... Wiesel c'était mieux avant, je pense. Wiesel, c'était mieux. 2017, ce sera la chute programmée dans la joie et la bonne humeur. Non, mais vous voyez comment les choses... On ne peut que retomber après ça, c'est ce que vous nous dites? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Non, j'aurais plein de satisfaction dans ma carrière, mais je pense que des années comme celle-ci, j'en aurais plus parce qu'on ne perce qu'une fois. Et je discute avec pas mal de mes collègues humoristes en Suisse romande, et parfois je me réjouis d'être has-been parce que ça a l'air plus tranquille et ils ont l'air heureux. C'est un plan de pré-retraite ça, à 27 ans, c'est un peu tôt, non? Non, mais je rigole un peu, j'ironise là-dessus parce que on sait qu'en Suisse il y a une petite place pour tout le monde dans le paysage médiatique, donc c'est moins de stress qu'en France où je sais qu'on va me mâcher, on va me recracher, puis je reviendrai ici parce que de toute façon je suis jamais parti. Donc ça me tranquillise beaucoup de savoir qu'en Suisse on a un peu plus de patience pour les artistes. Mais l'histoire se répète parce qu'on a l'impression qu'on soit comédien, acteur, humoriste, chroniqueur, etc. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup ici, même qui ont évolué dans ces médias et dans cette radio. On perce pas longtemps, on reste pas longtemps à Paris, où très peu réussissent le pas. Pourquoi? Et c'est quoi? Finalement, on reste toujours le bon Suisse de service. Vous voyez les choses comme ça? Non, je pense que c'est juste qu'on a une meilleure qualité de vie ici, puis qu'au bout d'un moment, l'homme n'est pas masochiste, puis au lieu de se battre ailleurs, au bout d'un moment, on en a marre, puis on revient où on est bien. Au lieu de faire les bouchons à Paris, on préfère être à Lausanne? Ouais, puis on est mieux payé, c'est plus tranquille, il y a moins de concurrence. Non, franchement, tout est mieux ici. C'est juste que parfois, pour que ça aille encore mieux ici, il faut faire semblant d'aller à Paris un petit peu. C'est ce que je fais. Mais c'est les 3 L, vous savez, on appelle ça lécher, lâcher, lyncher. Et du coup, moi, je suis encore à la fin du premier L, là. Donc je profite. Wiesel, c'était mieux avant, c'est le slogan 2017 qui nous fait beaucoup rire. Bon, 2 sujets de presse encore. Le Courrier qui nous souhaite une bonne année, non pas 2017 mais 2018, Dominique Chauffa. Mais oui, 2018, vous avez bien entendu, le Courrier nous propose de sauter à pieds joints sur toute une année et de passer directement à l'étape suivante. Il faut dire que 2017 ne réjouit pas ce quotidien de sensibilité de gauche, avec Trump et ses millionnaires, Duterte et son nettoyage des Philippines, Fillon versus Le Pen, RIE3, les élections vaudoises, la hausse des primes maladie, les licenciements dans la presse. Du coup, le Courrier s'y ose. L'année à venir ne devrait pas s'avérer indispensable, à moins que le quotidien ne se soit trompé, à moins que l'histoire ne reste à écrire. On passe directement en 2018, on efface 2017, Thomas Wiesel, c'est plus simple. C'est ce qui me faisait beaucoup rire avec cette année 2016 qu'on a beaucoup critiqué. Moi il me semblait que 2015 n'était pas beaucoup mieux, donc et ça dépend toujours un peu les événements qu'on met en lumière. Le Courrier, je comprends qu'il dise ça, mais et j'espère qu'il sera encore là en 2018 surtout. C'est quand même le seul journal où il y a un bulletin de versement qui tombe quand on l'ouvre, comme dirait Nathaniel Rocha, donc bonne chance au Courrier. De tout ce qui a été dit là, Trump, Fillon, Le Pen, RIE3, ça va être quoi votre matière pour 2017? C'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans ma dernière chronique à Quotidien, où je disais que l'année prochaine serait meilleure, sauf si vous êtes, puis j'ai fait la liste de toutes les personnes qui vont passer une sale année, puis on réalise qu'on est un peu tous au moins dans une ou deux catégories. On espère qu'on sera déçus en bien,
pour utiliser une expression très vaudoise, c'est vrai qu'on s'attend au pire et c'est la meilleure façon que des gens surpassent nos attentes. Je sais pas, la France, ça va être quelque chose que je vais suivre de près, effectivement. Vous continuez vos chroniques ? Normalement, ouais. J'ai oublié de leur annoncer que je partais en vacances et j'ai annoncé ça à l'arrache, donc peut-être qu'ils vont me virer. Mais s'ils veulent de moi à mon retour de vacances, oui, je vais continuer. Bon, ils nous écoutent ce matin à coup sûr. Évidemment. On va parler du populisme. On ne peut pas vous lâcher sans vous soumettre cette définition. Alors, le Tessin, berceau du populisme suisse, analyse à lire dans la presse alémanique, Sandra. Oui, burqa, immigration, chômage, des thèmes devenus politiques au sud des Alpes avant de gagner le reste de la Suisse. Et à la Luzerner Zeitung de rappeler que le 9 février 2014, plus de 68% des Tessinois ont dit oui à la fameuse initiative contre l'immigration de masse. C'est que la peur de l'ouverture des frontières y est répandue depuis longtemps. Le combat de la Lega contre l'Union européenne, puis les bilatérales, est bien plus ancien que celui de l'UDC. C'est qu'avec ses 350 000 habitants en pleine région de Milan et ses 10 millions d'habitants, le Tessin est très exposé. De plus, l'Italie aussi est un terreau fertile pour le populisme. Les Italiens ont une relation compliquée avec l'État, considéré comme un ennemi qui s'en prend à l'argent du peuple. Celui qui arrive à contourner l'État y est considéré comme un véritable héros. Ça, c'était le mot de l'année 2016, populisme. Est-ce que ce mot veut dire quelque chose pour vous ? De moins en moins, mais c'est toujours intéressant ces débats. Post-vérité, c'est un autre mot. Oui, post-factuel, ça, les journalistes, on se pose beaucoup la question. C'est Trump qui annonce une chose, puis son contraire le lendemain, et on est dans un monde de post-vérité, de post-factuel. Ouais. Ça va être intéressant, parce que j'ai l'impression que le populisme, parfois, ça veut dire de ne pas dire ce qui est vrai, mais ce que les gens veulent entendre. Et ça, c'est dangereux. Mais ça me fait rire, cette peur aussi d'ouverture des frontières. On parlait des Tessinois, parce que ça va peut-être irriter une partie de la gauche, ce que je veux dire, mais pour moi... c'est pas un problème, non ? Non, absolument pas. J'ai jamais eu peur de l'ouverture des frontières et j'ai l'impression juste que la mondialisation, ça accentue le problème qu'on avait déjà avant que les frontières soient ouvertes, c'est que c'est la répartition des richesses qui est affectée et que ceux qui profitent le plus de l'ouverture des frontières, c'est déjà ceux qui profitaient avant et ceux qui profitaient le moins avant profitent encore moins. Donc pour moi, c'est vraiment, est-ce que j'essaie de faire tout le temps, c'est un mécanisme de balancier, c'est d'essayer de m'attaquer aux puissants et de défendre les plus faibles et d'accompagner le cours du monde et pas d'essayer de revenir en arrière, ce qui est un peu la tendance 2017, c'est d'essayer de revenir en arrière quand c'était mieux avant, et sauf que c'était mieux avant déjà pour les mêmes, pour qui c'est bien maintenant. Donc c'est un peu ça, on va essayer de plutôt bousculer l'ordre que d'essayer de revenir en arrière. Ce qui est un vrai discours politique hors de la politique partisane, si je devais définir votre art. J'essaye. Ouais. On me le reproche souvent de très très partisan, mais j'essaye de m'affranchir et de lire à gauche à droite et d'avoir une ligne directrice dans mon humour. Ouais. Vous avez eu des sollicitations de partis politiques réels en Suisse, des gens qui sont venus vous voir pour que vous fassiez un peu campagne pour eux, que vous relayiez un peu leurs idées? Des sollicitations pour des campagnes, oui, j'ai. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des campagnes. Le RBI, par exemple, j'ai été beaucoup sollicité par le comité d'initiative. Revenu de base inconditionnel, oui, pardon. Et souvent pour des comités d'initiative où ils essaient moi ce que je leur dis toujours c'est je m'engage pas mais envoyez-moi de la doc puis je lirai puis parfois je développe un avis puis parfois j'en parle jamais. Donc là, plutôt des comités d'initiative émanant de la gauche. Alors j'imagine. Souvent oui, alors que non, le RBI c'était relativement... Alors là c'était hors parti effectivement, ouais. Mais pour le reste oui, bah c'est plus proche de mes valeurs. Là, je pense la prochaine sur laquelle je vais vraiment me pencher, je vais lire un peu pendant mes vacances, c'est la naturalisation de la troisième génération d'enfants immigrés. Moi je suis un fils d'immigrés, donc c'est quelque chose qui me touche naturellement. Donc ça c'est des choses qui émanent plus facilement de la gauche, mais sur les plans économiques je suis peut-être un peu moins orienté gauche sur certains sujets. Mais oui, c'est vrai que parfois je suis sollicité, mais pour moi l'indépendance c'est un peu le dernier truc qui me reste et le dernier truc que je peux répondre à mes critiques, donc ça je vais pas la lâcher. On vous souhaite la meilleure des années 2017 donc, avant les prochaines. Thomas Wiesel, merci beaucoup. Merci à tous. D'avoir été notre invité. Vous êtes donc chroniqueur à l'hebdo, à la RTS le dimanche, dans Quotidien, a priori toujours en 2017, l'émission de Yann Barthès. Et sur scène, bien sûr, excellente année à vous.